Alors, je commence, comme je vous l'indique, par cette relation unique entre la France et Israël. Ce sont des liens indéfectibles entre nos deux pays, hein. La France a été tout d'abord tout à fait remarquable, je dirais, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque nous avons sauvé et protégé la population juive qui vivait sur notre territoire, hein. Nous avons aujourd'hui en France une communauté juive, je crois, qui est aux alentours de 600 000 personnes. Ce sont des personnes très intégrées, très respectueuses des lois de la République française. Ces personnes sont assimilées, elles aiment la France, mais elles sont effectivement aujourd'hui confrontées justement à l'antisémitisme grandissant de la communauté musulmane qui est installée sur notre territoire français. Alors, ce lien en fait entre la France et Israël se constate dans de nombreux domaines, hein, notamment euh, le domaine sécuritaire, puisque l'on sait que l'armée israélienne apporte à la France son expérience, son expertise en matière de sécurité, notamment pour prévenir les risques d'attentats. Israël est vraiment à la pointe dans ce domaine et nous savons donc que l'État israélien apporte vraiment sa collaboration active à notre pays et nous tenons à ce titre à remercier le peuple israélien. Par ailleurs, je dirais que le politicien pour lequel j'ai la plus grande admiration, c'est l'homme politique néerlandais Geert Wilders, qui depuis des années, au péril de sa vie, défend notre civilisation européenne, hein, notre identité, tout en rappelant l'importance également de protéger les intérêts d'Israël. Car on constate aujourd'hui que l'Europe et Israël ont un ennemi commun qui est l'islamisme. Cet islam radical a pour objectif à la fois de détruire l'Europe, de conquérir notre continent européen, mais également d'anéantir Israël. Ainsi, l'Europe et Israël doivent se tenir main dans la main face à cet ennemi commun, car si un jour Israël tombe sous le joug de l'islam, c'est l'Europe qui, à son tour, sombrera dans les ténèbres, et vice-versa. Donc, cette union, ce lien très fort entre nos deux continents est essentiel pour faire triompher la liberté et nos valeurs démocratiques. Geert Wilders, d'ailleurs, pour avoir osé affirmer ces vérités, vit depuis 15 ans sous protection policière, hein, aux Pays-Bas. Il est la cible d'une fatwa islamique au même titre que Salman Rushdie, que les dessinateurs danois et que, par exemple, le dessinateur Charb de Charlie Hebdo, qui était également inscrit sur cette liste. Alors, en deuxième partie, je vais évoquer les attentats de Paris, hein, du 13 novembre 2015, et plus particulièrement l'attentat du Bataclan, puisque j'étais domiciliée depuis 10 ans dans l'immeuble de l'administration du Bataclan, hein. Toute l'équipe du Bataclan avait ses bureaux au rez-de-chaussée. Et donc, nous avons vécu cette nuit tragique qui a marqué une page de l'histoire de France. Alors, la France a été la cible d'une vague d'attentats sans précédent et je souhaite d'abord rappeler à quel point notre peuple français a été d'une dignité très élégante, très noble, pour porter ce deuil, je dirais, avec une certaine, discrétion, une réserve. Enfin, c'est tout à fait, je dirais, révélateur de la civilité de nos pays européens et occidentaux.
Parce que si de tels massacres s'étaient produits en terre d'islam, il est évident que dans les 24 heures, il y aurait eu des représailles physiques contre les communautés minoritaires qui auraient commis et perpétré ces attentats. Donc ça montre la différence de civilisation entre notre monde occidental qui, je dirais, arrive à dépasser l'horreur de ces attentats par rapport à un monde islamique qui immédiatement aurait répondu par la violence. Alors, par ailleurs, je pense qu'il faut rappeler que bien souvent, les conflits armés dans l'histoire ont commencé par des attentats. Je considère qu'en France, on est déjà dans une situation de pré-guerre civile. Alors, par exemple, on peut faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui en France et les événements de la guerre d'Algérie qui ont démarré justement par une succession d'attentats sanglants, commis donc par, je dirais, le FLN à l'encontre des Français pieds noirs qui vivaient en Algérie. Alors, les premières victimes de ces attentats sur le sol algérien furent les époux Monnereau, qui étaient un couple d'instituteurs. Donc, on voit bien que l'islam s'en prend avant tout à l'éducation, à l'enseignement, au savoir, à la culture. Et ce n'est pas sans rappeler le drame qui s'est passé en France au mois d'octobre dernier avec la décapitation du professeur Samuel Paty. Car là aussi, c'est l'enseignant, c'est l'éducation que les djihadistes ont voulu attaquer. C'est, je dirais, la transmission des connaissances, la philosophie de la liberté, tout ça sont considérés par les islamistes comme, je dirais, quelque chose qui est un danger et qu'il faut anéantir. Alors, moi, personnellement, j'ai un parcours particulier parce qu'en l'espace de 18 mois, le terrorisme islamique est venu de façon très proche frapper mon existence personnelle. Comme je l'ai indiqué, je vivais depuis 2006 dans l'immeuble de l'attentat dans l'immeuble de l'administration du Bataclan. Or, il faut savoir que les locaux de Charlie Hebdo sont situés à peu près à 10 minutes de la salle de concert du Bataclan. Enfin, les anciens locaux qui ont été donc par l'attentat de janvier 2015. Donc déjà, tout notre quartier avait été, je dirais, traumatisé par ces tragiques événements contre les dessinateurs de Charlie Hebdo. Ça s'est passé vraiment à proximité de notre lieu de vie, dans des rues que nous avons reconnues sur nos écrans de télévision. Donc déjà, je dirais, la population de notre quartier avait été déjà très, très impactée par ce drame. Ensuite, il y a eu, donc 9 mois plus tard, l'attentat du 13 novembre 2015 au pied de mon immeuble, où une deuxième fois, le terrorisme islamique est venu frapper dans toute sa barbarie, dans toute son horreur, avec, je dirais, une scène de guerre dans ce petit périmètre où nous vivions autour du théâtre du Bataclan. Et enfin, troisième événement, ayant quitté l'immeuble du Bataclan quelques mois après les attentats, je suis partie m'installer dans le Pas-de-Calais. Et dans mon travail que j'ai pu retrouver dans mon nouveau lieu de vie, il se trouve que ma collègue directe était la nièce du père Hamel. Et le jour de l'attentat contre l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, au mois de juillet 2016, j'étais à mon poste de travail. Et ma collègue n'a pas pu venir travailler puisqu'elle
elle est restée auprès de sa famille, espérant que son oncle, le père Hamel, puisse sortir vivant de la prise d'otage dans l'église par les 2 djihadistes. Donc, je dirais ces 3 événements que furent l'attentat de Charlie Hebdo, puis l'attentat du Bataclan, et enfin euh, l'assassinat du père Hamel, hein, qui finalement ont fait résonance de façon très proche dans mon existence, ont laissé des séquelles très importantes chez moi, des symptômes post-traumatiques, hein, dont de toute façon je suis marquée de façon irréversible et qui m'ont fait comprendre que la menace islamiste n'est pas seulement, je dirais, dans les grandes villes comme Paris. En fait, ce danger de l'islamisme est sur l'ensemble de notre territoire français, que ce soit donc dans les grandes métropoles, comme dans des villes de province plus petites, et même dans nos villages les plus reculés. Partout, il y a des personnes radicalisées, des personnes fichées S, qui sont prêtes à passer à l'action. Alors, pour en revenir à l'attentat du Bataclan, je ne reviendrai pas sur le déroulé de cette soirée parce que j'ai déjà effectué des témoignages en ce sens. Je dirais simplement que j'ai été confrontée à un jeune homme qui est mort décédé dans le bureau de l'équipe au rez-de-chaussée de l'immeuble. Je me suis retrouvée face à cette personne allongée sur le sol et n'ayant pas de compétences médicales, j'ai tenté de trouver des secours dans la rue, ce qui m'a amenée à être témoin oculaire de ce qui s'est passé sur nos trottoirs. Comme je le disais juste avant, ce sont véritablement des scènes de guerre qui ont frappé le Bataclan et je dirais l'ensemble du quartier à proximité. Donc j'ai ces images qui sont gravées vraiment en moi sur ce qu'est capable de faire cet islam radical, je dirais au plus profond de la barbarie humaine. Pour moi, le Bataclan, c'est un ouradour sur glane à la mode islamique. Voilà. C'est de la même patte, c'est exactement le même type de tragédie qui s'est passée à l'intérieur de ce théâtre du Bataclan. Alors, lorsque je me suis retrouvée face à ce jeune homme décédé, hein, mes premiers mots, bien sûr, ont été de lui parler, de savoir s'il était encore vivant, mais je n'ai pas eu de réponse en ce sens. Et je me suis penchée sur son corps et je lui ai dit, voilà, je parlerai en ton nom. Ces ennemis, ces barbares, t'ont retiré la vie, ils ont fauché ton existence en pleine jeunesse alors que tu avais l'avenir devant toi, tu avais du talent. Alors je parlerai en ton nom, je ferai des témoignages pour dire ce qui s'est passé. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai su l'identité de ce jeune homme, puisque son père m'a contacté par l'intermédiaire des médias sociaux. C'est la continuité du djihad et c'est surtout la conquête de la France et de l'Europe par la communauté musulmane. Car au fond, on fait souvent le distinguo entre islamistes, musulmans, mais il n'existe qu'un seul Coran qui porte des préceptes qui sont tout simplement inacceptables au XXIe siècle. Hein. Les islamistes, comme les musulmans, ont pour livre sacré le Coran et ils obéissent à cette parole qui est tout simplement, je dirais, obsolète aujourd'hui et qui doit absolument être dénoncée car c'est un très très grand danger. Je pense que c'est d'ailleurs encore plus dangereux que le nazisme parce que c'est un mélange, je dirais, de doctrine militaire, de philosophie, je dirais, de préceptes religieux qui sont, je dirais, un ensemble doctrinal profondément hostile
pour, je dirais, l'humanité et le respect de la personne humaine. Alors toujours pour continuer sur le Bataclan, je dirais que j'ai eu la chance d'être conviée pour faire certains témoignages, euh, alors soit sur l'antenne de LCI, hein, dans une émission où j'ai été conviée par David Pujadas pour évoquer ces événements, mais également dans certains rassemblements patriotes. Et je considère que ça a été vraiment une chance de pouvoir m'exprimer parce que après, je dirais, un traumatisme comme le Bataclan, il y a véritablement un besoin de libération de la parole, de pouvoir exprimer sa douleur. Et en cela, je pense que vraiment, ça a été très libérateur pour moi. Et je sais que certains rescapés, certains témoins n'ont pas eu cette opportunité et j'espère qu'ils l'auront à l'avenir. On leur donnera ce temps de parole qui est essentiel, je dirais, pour la reconstruction, pour l'apaisement et pour tout simplement exprimer euh, une parole de vérité. Alors bien évidemment, pour avoir, je dirais, effectué ces témoignages, j'ai reçu sur les réseaux sociaux, dans mon entourage, une succession, je dirais, de comportements hostiles, de rejet et même de menaces, parce que j'ai fait le lien entre le drame du Bataclan et l'islam et les préceptes du Coran. Sur l'antenne de LCI, je n'ai pas hésité à affirmer que l'attentat du Bataclan, comme d'ailleurs tous les attentats qui ont été perpétrés en France ces dernières années, cet attentat du Bataclan porte une signature islamique. C'est le djihad, c'est la conquête, c'est la parole d'Allah qui ordonne à ses soldats de faire basculer toute l'humanité dans le giron de l'islam. Donc, j'ai rappelé ça publiquement parce que c'est la vérité. Voilà. Et bien évidemment, ça m'a valu en retour bien des, je dirais bien des adversités. Mais voilà, je pense que il faut ouvrir cette lueur d'espoir, cette porte de vérité pour sauver la France. Et d'ailleurs, on peut constater ces dernières années que la parole s'est libérée. De plus en plus de citoyens français affirment euh, cette, cette, cette prise de position. Hein. Je pense vraiment que maintenant, les, les, les citoyens français s'expriment au-delà, je dirais, de la peur qu'on veut nous faire imposer. Et ça, c'est véritablement une lueur d'espoir, quelque chose qui fera changer la peur de camp et qui progressivement nous mènera à la victoire et nous permettra donc de sauver notre pays. Alors, moi, je veux bien sûr, dans ce témoignage, parler d'une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. C'est Monsieur Patrick Jardin, qui est le père de Nathalie Jardin, qui travaillait dans mon immeuble hein, avec toute l'équipe du Bataclan. Elle était éclairagiste au Bataclan et elle est décédée dans l'attentat du 13 novembre 2015. Alors, Monsieur Patrick Jardin, immédiatement, a voulu donc connaître la vérité et ne s'est jamais soumis au politiquement correct, à la dictature de la pensée qu'on a voulu imposer aux familles de victimes, aux rescapés et aux témoins. Il a publié un livre poignant pour évoquer tout ça. Et bien évidemment, il a été, lui, la cible, je dirais, de multiples menaces, intimidations, avec un compte Facebook, un compte Twitter sans cesse pris d'assaut. Mais il n'a jamais rien lâché. Et encore aujourd'hui, il continue
il continue, je dirais, de parler, de se battre pour honorer la parole de sa fille. Alors, il faut savoir que Monsieur Patrick Jardin a notamment subi, il y a quelques années, donc peu de temps après l'attentat du Bataclan, une véritable, je dirais, campagne de harcèlement de la part d'une femme qui s'est immiscée dans la vie de Patrick Jardin en tenant des propos inadmissibles sur sa fille et sur les victimes du Bataclan. Je veux dire, elle l'a harcelé pendant des mois et des mois, à tel point que cette femme a été tout simplement sévèrement sanctionnée par la justice française et elle a été incarcérée pour 18 mois de prison au titre du harcèlement qu'elle a fait auprès de Patrick Jardin. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont extérieures au drame du Bataclan. Ces tragiques événements ne les concernent aucunement. Et ce sont des personnes qui viennent rôder sur le massacre du Bataclan un peu comme des charognards, comme des chacals, dans des intérêts, je dirais, purement malveillants. Bien souvent, ce sont des individus qui sont en quête de reconnaissance, de célébrité, et qui ne savent pas quoi inventer, je dirais, pour nourrir leur égocentrisme, leur narcissisme. Et ils en arrivent à venir comme ça menacer les familles de victimes, les rescapés, les témoins, pour tout simplement se mettre eux-mêmes dans la lumière. C'est dire vraiment je veux dire la perversité de ces personnes hein, qui se croient vraiment au-dessus des lois. Et cette femme, elle a été très sévèrement condamnée par la justice française avec une peine d'emprisonnement très longue, hein, 18 mois de prison. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est que le fait de s'en prendre à des personnes qui ont été confrontées de près à l'attentat du Bataclan est quelque chose qui est très, très sévèrement puni d'un point de vue pénal. Ça peut d'ailleurs s'apparenter à un délit d'apologie du terrorisme. Parce que finalement, ces personnes qui viennent comme ça, hein, harceler des individus qui ont été touchés dans leur chair par le drame du Bataclan, ces personnes harceleuses, en fait, ce qu'elles veulent faire, c'est qu'elles veulent faire taire les rescapés, les victimes du Bataclan, qui n'ont pas une parole politiquement correcte. Donc, en fait, ces individus, hein, ces sinistres personnes, veulent terminer, achever le travail des terroristes. Cette femme qui s'en est pris à Patrick Jardin, enfin, c'est clair, elle n'est pas la seule. Il y a de très nombreux individus qui voudraient anéantir, faire disparaître les personnes qui ont été traumatisées par le Bataclan et qui, aujourd'hui, portent une parole qui dénonce l'islam. Vous voyez? Donc, il y a des individus en France qui vont jusqu'à vouloir la mort de certains parents de victimes, de certains rescapés, de témoins qui disent la vérité. Donc, pour moi, ces individus qui sont des personnes profondément malveillantes s'inscrivent dans la lignée des terroristes du Bataclan. Ils veulent achever le travail, le massacre qui s'est passé le 13 novembre 2015 au pied de nos immeubles. Alors, j'en arrive au troisième point de cette interview, hein, où je souhaiterais évoquer rapidement la montée de l'islam en France. Je pense d'ailleurs que c'est un constat que tous les citoyens français font aujourd'hui, hein, au vu de l'actualité, au vu de ce qui se passe, je dirais, dans nos rues, dans toutes les grandes villes de France et ailleurs. En préambule, moi, je tiens à rappeler que je suis une citoyenne française et que ma parole est libre.
la France n'est pas une dictature, hein, et donc nous avons le droit de nous exprimer, nous avons le droit et la liberté d'appartenir au parti politique qui nous convient. Et je rappelle également que la Constitution française accorde aux citoyens français la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire en Dieu. Et même au-delà, la Constitution française nous donne le droit de critiquer toutes les religions et même de détester les religions. Donc, moi, je me place dans, je dirais, ce socle constitutionnel qui nous donne cette liberté d'expression, cette liberté de conscience et cette liberté de parole. Donc, pour poursuivre mon propos, je dirais tout d'abord que l'islam est basé sur des principes qui sont tout à fait à l'opposé de ceux de notre République française. L'islam, c'est un corps étranger qui dresse une séparation entre la communauté musulmane et le peuple français autochtone. Et donc, l'islam ne permet pas le vivre ensemble. Pour les musulmans, la République française représente une institution mécréante qui doit être combattue et anéantie au nom de l'islam. Le principe même de laïcité est considéré par les musulmans comme étant contraire à la loi d'Allah. Donc les principes fondateurs de la République française sont perçus par le monde musulman comme étant des valeurs de mécréance, des valeurs ennemies. La notion de halal, qui s'oppose à la notion de haram, c'est-à-dire ce qui est licite et illicite, montre bien qu'il y a une distinction qui est faite entre le monde musulman et le monde non musulman. Par exemple, le voile islamique, à mes yeux, dresse un mur de séparation entre les femmes musulmanes et les femmes non musulmanes. Donc c'est vraiment l'islam qui est à l'initiative, je dirais, de ce séparatisme, de ce refus de se mélanger au reste de la population française. Et ça, c'est tout à fait contraire aux valeurs humanistes et aux valeurs égalitaires de notre pays, la France. C'est contraire à notre humanité commune. Je considère d'ailleurs que le Coran lui-même comporte des versets qui sont très racistes, très antisémites et qui rejettent l'autre, qui rejettent les mécréants. Donc, dans le Coran même, dans la source même des préceptes islamiques, il y a ce refus d'ouverture à l'autre, ce refus de respect de l'autre, dans sa dignité, dans sa différence, dans son humanité. Le Coran, de toute façon, date maintenant de 13 siècles. Hein, donc, c'est un livre qui est basé, je dirais, sur une doctrine pleine de bédouinité. Ce sont des principes du Moyen-Âge qui sont en opposition avec notre monde moderne et avec tous les progrès qui ont été réalisés au cours de ces derniers siècles. Par exemple, en tant que femme, je suis surprise de voir que le Coran accorde une place très subalterne à la femme. Je pense que le Coran traite d'une manière vraiment peu respectueuse la femme, puisqu'il y a des versets qui autorisent la violence, la polygamie, qui considèrent que le témoignage d'une femme a moins de valeur que le témoignage d'un homme. Le système polygame, par exemple, est quelque chose d'extrêmement douloureux pour une femme, parce qu'il vient briser le lien sacré d'un premier mariage qui unit un homme et une femme au profit d'épouses successives qui vont comme ça défiler dans la vie d'une famille musulmane. Et donc, aucune femme ne peut être heureuse parce qu'il y a vraiment, je dirais, une union sacrée qui, depuis toujours, relie deux êtres humains. C'est impossible de parler de relations d'amour
dans un couple où d'autres femmes arrivent comme ça à la suite d'une première femme. Donc, Mahomet, le prophète de l'islam, était lui-même polygame. Il a eu très nombreuses conquêtes féminines. Et c'est lui qui a posé ce principe profondément misogyne et profondément maltraitant envers les femmes. Alors, pour en revenir à la France, bien évidemment, on constate ce communautarisme, ce séparatisme. Il y a une radicalisation islamiste qui se met en place partout sur notre territoire. Et si on évoque, par exemple, cette épidémie de Covid-19, qui est maintenant, je dirais, présent en France depuis plus d'une année, moi, par exemple, j'ai constaté, en me promenant en France, notamment dans des zones un peu islamisées, que certaines personnes issues du Maghreb portent des masques avec, je dirais, des effigies islamiques. Alors, par exemple, j'ai croisé des personnes de confession musulmane qui portaient des masques avec le drapeau algérien. C'est-à-dire tout le visage de cet individu, de ces individus, sont recouverts du drapeau de l'Algérie. Donc, là aussi, ça met, je dirais, un mur de séparation. Et puis, c'est une propagande qui est utilisée en faveur d'un pays qui n'est pas la France. Donc, c'est toujours une façon d'attiser les haines, d'attiser les ressentiments. Je pense que la communauté musulmane utilise tous les prétextes, même ceux d'une épidémie sanitaire, pour continuer ce prosélytisme islamique. Voilà. On ne voit pas en France des individus portant des masques Covid-19 avec le drapeau français ou avec le drapeau israélien. D'ailleurs, si ça se faisait, ces personnes seraient immédiatement agressées dans la rue. Donc voilà, on constate que c'est un grignotage permanent par la communauté musulmane de nous imposer leur vision du monde, leurs revendications, leur communautarisme incessant. Moi, je pense d'ailleurs que pour les musulmans, je veux dire, il y a un contentieux, il y a une rancœur permanente qui n'est pas réglée et qui surgit à tout moment. Moi, je pense que ça vient tout simplement de la religion islamique qui est basée sur une sorte de fierté, une sorte de violence, et puis cette conquête incessante, ce qui fait que les musulmans ne sont jamais en paix, ils sont toujours en train de ressortir des conflits anciens. Alors bien évidemment la guerre d'Algérie, qui à leurs yeux n'est pas terminée, hein. Ils n'ont pas enterré la hache de guerre, ils veulent leur revanche. Il faut rappeler par exemple que l'hymne national algérien désigne clairement la France comme ennemie. C'est le seul hymne national dans le monde qui désigne nommément un pays comme ennemi. Donc ça montre un peu, je dirais, le niveau de ressentiment. Voilà, ce sont des gens, de par leur religion islamique, qui ne sont jamais dans l'apaisement, qui ne sont jamais dans la paix. Voilà. Nous, par exemple, en Europe, nous avons été confrontés à des guerres terribles, comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne, avec des millions de morts. Toutes les familles françaises ont été touchées par ces conflits qui ont été vraiment terribles. Et pourtant, on a réussi à faire la paix. La France et l'Allemagne ont fait la paix de façon à offrir aux générations futures, hein, à la jeunesse européenne, un avenir basé sur la paix, sur la réconciliation. Donc nous, les peuples européens, nous avons cette grandeur d'esprit, je dirais, cette éducation, cette noblesse de se dire, voilà, la guerre est terminée, la paix a été actée, et nous allons vers l'avenir, nous allons vers la construction, vers des choses positives. Or, l'islam reste au contraire figé sur le passé, et je pense que dans
les siècles à venir, ils seront toujours arc-boutés, ancrés dans ces sentiments, mêlant la rancœur, mêlant le ressentiment et ne permettant pas du tout, je dirais, une, une cohabitation paisible sur notre sol français. C'est pour ça que face à tout ce constat, il est urgent pour notre population française et européenne de se réveiller et de défendre notre civilisation européenne, notre identité, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui un contre-la-montre qui est très engagé, le compteur est déjà en marche, on n'a plus beaucoup de temps et d'années pour sauver notre pays, et donc je pense que c'est essentiel voilà, d'ouvrir les yeux et de s'unir tous ensemble pour faire triompher les valeurs de la France et notre civilisation européenne qui est absolument, je dirais, magnifique, hein, et cela avant qu'il ne soit trop tard. Alors, pour cela, moi je pense qu'il faut rappeler tout simplement que les Français, les Européens, doivent rester majoritaires chez eux afin de protéger la cohésion de la nation et la paix civile. Il y a des équilibres sacrés qu'il faut préserver, car à défaut, il y aura des affrontements et nous pourrons même arriver un jour à la guerre civile. Voilà. C'est à nos dirigeants politiques de veiller à ce que ces équilibres soient préservés, notamment par la loi du nombre, afin d'éviter de basculer dans le désordre et dans la violence. Nous avons tout à fait le droit et nous avons le devoir d'être fiers de nos traditions, de notre histoire, de notre identité, parce qu'il faut d'abord savoir et rappeler que les peuples musulmans sont les premiers à être très nationalistes et très identitaires. On le voit. Les Algériens, les Tunisiens, je veux dire, à toute occasion, ils brandissent le drapeau algérien, le drapeau de leur pays du Maghreb. Et donc, ce sont des gens à qui on autorise ce droit d'être identitaire et nationaliste et patriotique. Et donc, il n'y a pas de raison pour que nous, Français, nous les Européens, nous ne soyons pas également, je dirais, fiers de brandir notre drapeau français et de revendiquer tout ce qui fait donc la beauté et la grandeur de notre pays. Je pense d'ailleurs que le fait de défendre son territoire, c'est quelque chose d'anthropologique, c'est presque animal. Il en va en fait de la survie de l'espèce, de la protection de notre progéniture, de notre lignée, et c'est un réflexe qui est propre à toutes les nations. L'être humain, en fait, est un animal territorial, un animal grégaire, qui répond aux lois ancestrales de la préservation de l'espèce humaine. Et donc, afin de protéger les siens, de protéger sa sécurité, l'être humain a besoin de vivre sur un territoire sécurisé où il est, je dirais, en majorité avec ses semblables. Il faut une homogénéité de l'identité, une homogénéité de la population, car c'est là que réside la garantie de notre sécurité. Voilà. Ce sont des règles, en fait, qui relèvent presque du règne animal et de l'écosystème. Ainsi, moi, je considère que l'avenir de la France passera inévitablement par la rémigration d'une très grande partie de la population musulmane qui doit retourner chez elle en terre d'islam. Et surtout, toute cette jeunesse radicalisée qui prône la charia au-dessus des lois de la République, toute cette frange, je dirais, de la communauté musulmane qui se met en opposition avec notre pays, qui refuse de respecter nos lois, nos traditions, notre identité, toute cette communauté musulmane doit
impérativement retourner chez elles en terre d'islam. Et pour les musulmans, qui eux resteront en France parce qu'ils auront accepté de s'assimiler, eh bien, il faudra effectivement être très ferme, leur demander bien sûr de respecter nos lois, mais je dirais même qu'il est indispensable de prévoir une réforme de l'islam. L'islam doit se réformer au même titre que la religion catholique s'est réformée avec Vatican II, au même titre que Napoléon a imposé le consistoire à la communauté juive de manière à ce que les juifs s'ancrent dans la communauté nationale. Il faudra la même chose pour la communauté musulmane. Voilà. Les versets du Coran qui appellent à la violence, qui appellent à la haine, doivent être interdits sur notre territoire français, en Europe et en Occident. Et c'est la seule possibilité, je dirais, pour que les musulmans rejoignent la communauté des hommes, qu'ils puissent s'affranchir de ces préceptes islamiques qui ne sont pas la parole de Dieu, qui sont au contraire, je dirais, des préceptes qui ont été écrits au Moyen-Âge par des hommes qui étaient assoiffés de sang, assoiffés de violence. Voilà. Et donc, c'est que par ce biais d'une réforme que les musulmans entreront dans la modernité et respecteront tout être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa différence. Et pour cela, bien sûr, il faudra qu'arrive au pouvoir en France un homme politique visionnaire qui mette fin à 40 ans de laxisme et qui, bien évidemment, permettra à la France de retrouver un souffle et d'aller désormais vers un avenir serein. Moi, je considère que les musulmans ont déjà 57 pays islamiques dans le monde, donc ça représente déjà une grande partie de la planète. Hein. Allah n'est pas le Dieu de toute l'humanité, il faut l'admettre. Il y a une multitude de religions et en aucun cas notre monde, notre humanité, dans sa globalité, est destinée à se soumettre à un Dieu qui, de toute façon, a semé beaucoup de malheurs, beaucoup de drames, je dirais, au cours de l'histoire. Et donc l'Europe, la France, ne sont pas des terres d'islam, ne sont pas des territoires qui ont vocation à tomber dans l'escarcelle du monde islamique. D'ailleurs, la France est un pays qui a été façonné par la religion catholique. Hein. Il y a la religion catholique reste la première religion en France et en Europe. Hein. C'est le catholicisme qui a permis, je dirais, toute cette architecture, toutes ces valeurs que l'on voit dans notre pays. Et c'est d'ailleurs le catholicisme qui a permis la laïcité, puisqu'il y a une parole célèbre dans la Bible, dans les saints évangiles, qui rappelle qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, la catholicité permet de relayer le religieux dans la sphère privée et de laisser à l'État la liberté de gérer les questions relatives à la nation. Donc, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc, bien évidemment, la civilisation chrétienne est en opposition depuis toujours avec le monde islamique qui, au contraire, ne fait pas de séparation entre la loi des hommes et la loi de Dieu. Je dirais, dans le monde catholique, hein, nous considérons que le Messie, c'est le Christ et que Allah est au contraire la figure de l'antéchrist et du grand Satan. Au contraire, dans la religion musulmane, les musulmans
renie l'existence du Christ. Hein. Ils considèrent que les chrétiens sont des associateurs, donc ils associent par la Sainte Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc ils pratiquent l'association qui est contraire à l'unicité de Dieu, à l'unicité d'Allah. Et donc dans le Coran, il est clairement écrit que le fait de pratiquer l'association, donc le fait d'être chrétien, d'aller à la messe, c'est une abomination, c'est quelque chose qui relève d'une pratique diabolique. Donc on voit bien que la civilisation chrétienne et la civilisation islamique sont depuis toujours en opposition, que ce sont des religions ennemies qui ne peuvent pas vivre et cohabiter sur un même territoire.